Bonsoir Essar Midani, vous êtes en direct avec nous de Damas pour le troisième site-rep. Hmm. Bonsoir Tom, effectivement, et bonsoir à tout le monde, à tous les spectateurs et auditeurs d'Éveil Français TV, et je vous salue de Damas. Merci Essar. Alors, si vous le voulez bien, je vais commencer par une toute petite rétrospective d'un certain événement qui s'est produit la semaine dernière et sur laquelle nous allons partir pour, en tout cas pour vous, expliquer tout ce qui se passe sur place en Syrie. Alors, c'est un rappel de ce qui s'est passé au niveau de la diplomatie française et russe, et ensuite internationale. Jeudi 6 octobre, Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères françaises, s'est rendu à Moscou rencontrer son homologue Sergueï Lavrov pour présenter son projet, le projet français de résolution pour le Conseil de sécurité. Et après avoir lu ce projet, Sergueï Lavrov a présenté des amendements à ce projet. Et Jean-Marc Ayrault aurait donc promis à Sergueï Lavrov de tenir compte de ces amendements et de modifier le projet d'origine pour tenir compte donc des propositions russes. Le lendemain, vendredi 7 octobre, Jean-Marc Ayrault avait rendez-vous à Washington. Alors que s'est-il passé à ce moment-là je crois que c'est l'histoire qui va nous en parler dans quelques années. Toujours est-il que le samedi 8, au moment où la résolution française allait être présentée au Conseil de sécurité, la diplomatie russe s'est rendue compte que le projet français ne tenait strictement aucun compte des amendements que pourtant Jean-Marc Ayrault avait promis d'utiliser pour modifier le projet français. C'est alors que la diplomatie russe a donc constitué un projet alternatif pour le Conseil de sécurité sur la Syrie. Alors, ces deux projets en fait ont été mis au vote et la Russie a mis son veto au projet français, puisque par définition le projet français avait quelque part trahi, je dirais, la confiance russe, et surtout Jean-Marc Ayrault avait trahi sa parole. Hein. Et ce qui fait que donc la Russie a donc présenté son projet, qui a été rejeté par les principaux pays occidentaux. Ce qui fait que chacun présentant son projet a vu un veto définitif qui l'a rendu caduc. Voilà. Donc nous partons d'ici, nous partons de ce constat désastreux que aucune résolution n'a été finalement adoptée ce samedi-là. Alors, d'abord, permettez-moi de repartir des faits, parce que les résolutions, c'était aussi pour résoudre un certain nombre de choses sur le terrain, que l'armée syrienne avançait parfaitement dans Alep et dans Alep-Est, hein, et en fait, les terroristes se trouvaient en grande difficulté à Alep-Est, oui, après la libération de plusieurs villes où ils étaient, qui dominaient par le feu, je peux dire, certains quartiers de la ville d'Alep, notamment les quartiers Est, qu'ils bombardaient systématiquement. Donc, et en prenant aussi les citoyens en otage, donc là, l'armée syrienne a avancé, mais pour libérer les civils. Et la proposition était sur le terrain de dire
aux terroristes, de leur permettre des passages, des sauf-passages, comme on dit, pour qu'ils quittent la ville, et qu'ils avaient même la possibilité de garder, en fait, de laisser essentiellement les armes lourdes, mais ils avaient la possibilité de sortir avec leurs armes personnelles légères, etc. Et on les conduisait là où ils voulaient, soit à Idlib, soit ailleurs. Et en fait, c'est là que l'ensemble des pays occidentaux, ça a été un tremblement de terre général, les États-Unis, Ban Ki-moon, et y compris même des Mistura qui est censé résoudre le problème, ont commencé à dire c'est pas possible, il faut arrêter, il faut une nouvelle trêve de 72 heures qui permettra, tout le monde le sait. D'ailleurs, cette nouvelle trêve de 72 heures, non, il voulait une trêve d'une semaine. Et en fin de compte, il y a eu accord sur 72 heures, mais ils estimaient que c'était pas possible, c'était pas assez. Puisque, de toute façon, l'expérience a montré que toutes ces trêves ont servi à restructurer les rangs des terroristes et à les réarmer et leur faire parvenir encore plus à chaque fois, aussi bien des munitions, des armes de plus en plus de plus en plus efficaces et plus en plus massacrantes et destructrices, et en même temps aussi des renforts qui venaient de Turquie systématiquement renforcer leurs rangs. Plus un commandement qui est de plus en plus efficace. Alors parfois c'est le Mossad, c'est les États-Unis, enfin la CIA, etc. Donc tout le monde voyait clairement où voulaient en venir ces personnes à ces demandes de trêve. Donc bien sûr la Syrie et la Russie qui s'étaient déjà fait avoir avec la trêve, fait avoir, entendons-nous, qui avaient effectivement cru dans la trêve de février déjà, 2016, et qui ont servi effectivement par la suite. On a vu qu'elles ont servi à renforcer les terroristes et à les remettre sur place et à faire aussi à leur faire reprendre les terrains ou les villages qu'ils ont perdus. Forte de ces expériences, de ces différentes expériences, la Syrie et la Russie ont refusé cette histoire de trêve, mais en acceptant une trêve quand même de 72 heures, puisqu'ils disaient, mais qui permettait au cours de cette trêve de sortir, qui permettait aux terroristes de sortir, de quitter la ville d'Alep-Est. Donc c'est là-dessus qu'il y a eu une volonté de geler la situation. C'est là-dessus aussi qu'il y a eu tout ce scénario inventé. Il faut faire parvenir l'aide humanitaire, mais c'est la Syrie qui arrête l'aide humanitaire. Et puis la caravane des aides dites humanitaires qui a été brûlée, mais qui a été, certaines voitures de la caravane qui ont été brûlées, mais ça a été brûlé dans les territoires qui sont dominés par les terroristes, mais ça a été bien entendu mis sur le dos du pouvoir syrien. On dit que c'était de l'aide humanitaire, mais en fait, en réalité, c'était des munitions et des armements. Donc, tout ça, ça a provoqué un état de crise qui a fait que il fallait que l'armée syrienne se retire. Il a fallu aussi que les terroristes se retirent de l'autre côté. En fait, ça a été une proposition que chacun se retire de 500 mètres de chaque côté du passage important pour Alep. Oui. Bon, en fait, beaucoup de détails et beaucoup de discussions et tergiversations. Le but de toutes ces tergiversations, c'est que
c'est geler la situation, faire en sorte que aucune des deux parties en fait, on met aussi bien l'armée syrienne que les terroristes sur le même pied d'égalité, oui, et qu'il fallait absolument que l'armée syrienne se retire des différents territoires sur lesquels elle a et qu'elle contrôle nouvellement, et qu'il fallait laisser place aux terroristes pour qu'ils continuent à contrôler ces quartiers d'Alep Est et des banlieues d'Alep, en fait. Donc c'est là-dessus que les différentes résolutions ont porté. Oui. Et la résolution française allait dans le sens de geler la situation, et la proposition russe, elle était cohérente avec la proposition syrienne, qui est celle de sauver effectivement les civils et d'interdire de les utiliser comme bouclier humain, que les terroristes quittent la partie est d'Alep et qu'on les aide à sortir où ils veulent. Ceux qui veulent, ils peuvent aller, ils peuvent sortir. Ceux qui veulent régulariser leur situation, ils avaient le droit de le faire aussi. Je tiens à rappeler et à dire et à redire que toutes ces résolutions proposées par l'État syrien sont accompagnées de mesures à la fois d'amnistie et des mesures de régularisation de situation des terroristes qui veulent régulariser leur situation. C'est-à-dire les terroristes syriens qui veulent régulariser leur situation et se retrouver au sein de la patrie, revivre normalement. L'occasion était possible pour eux et pour leurs familles, et il était même possible qu'ils puissent profiter d'une amnistie qui a été prononcée et dont la durée et la validité, en fait, la possibilité d'en profiter était prolongée jusqu'à la fin du mois, d'octobre. Donc, il y avait cette volonté, il y a pas mal de personnes qui avaient envie, et c'est là aussi que les terroristes leur ont tiré dessus. Je tiens aussi à dire que la Syrie, l'armée syrienne, avec l'aide de la Russie, ils ont assuré des passages saufs pour ces populations, la population qui voulait sortir donc de la partie est, des quartiers est de la ville. C'est donc la population civile. Même les personnes qui veulent donc se rendre et qui veulent régulariser leur situation, il y a fait plusieurs passages protégés qui leur permettaient de sortir. Effectivement, une partie de la population a commencé par sortir, et voilà que les terroristes leur tiraient dessus. Et ils ont même tiré sur les agents du Croissant Rouge qui distribuaient des vivres et qui distribuaient les aides humanitaires. Il y a eu 63 personnes du Croissant Rouge qui ont été tuées et blessées. Pratiquement tout le bureau du Croissant Rouge d'Alep a été décimé, alors que on sait que le Croissant Rouge comme la Croix-Rouge, ce sont des gens qui interviennent avec une neutralité totale, oui, pour aider la population sur une base humaine et humanitaire, et pour aider la population. Ça n'a pas empêché les terroristes de leur tirer dessus. Donc, vraiment, très grosse violence de la part des terroristes face à la population civile. Mmh. En fait, comme la trêve, entre guillemets, la trêve réellement a été rompue aussi par les Américains, qui avaient tiré aussi sur l'armée syrienne, qui avait bombardé des positions de l'armée syrienne à Deir Zor, en tuant 80 personnes et en blessant 100 personnes, oui, par des bombardements qui ont duré
une heure complète, hein, Oui. et des avions qui ont aussi bien des avions de combat, mais suivis aussi par des hélicoptères Apache qui continuaient à poursuivre les personnes, les soldats syriens. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait aussi une avancée de Daesh sur ces mêmes lieux. Ce qui aussi montre clairement une connivence entre l'armée américaine, française, australienne, puisque tout le monde maintenant se déclarait de participants à ces bombardements. Oui. Et Daesh ou ISIS, le IL, en fait, c'était une attaque coordonnée qui permettait à Daesh d'avancer. Donc voilà. Et pendant ce temps aussi à Alep, il y avait cette volonté aussi de ces bombardements, plutôt ces tirs sur la population civile qui voulait quitter la ville puisque l'armée syrienne avait avancé sur les quartiers complètement occupés par les terroristes depuis 3-4 ans. Depuis 3 ans, en fait. Hein. Et dernièrement, même de piéger les corridors pour empêcher définitivement en fait les civils, les boucliers humains de quitter la zone d'Alep-Est. Hein. Ça, absolument. Tout à fait, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle ils leur tiraient dessus, en fait. Ils ne voulaient pas qu'ils partent. Alors, je tiens quand même à signaler un fait, c'est que la population civile a commencé à défier les terroristes de Al-Nusra essentiellement, Noureddin Zenki à Alep et Al-Nusra, et ils ont commencé à les défier en faisant des manifestations, en levant le drapeau syrien. Oui. On leur a tiré dessus aussi, mais les 2 dernières semaines, dans ces 2 dernières semaines, il y avait pas mal de manifestations de ce genre dans les lieux qui sont occupés par les terroristes. Donc ça montre que la population en a plus que ras-le-bol et qu'ils ont envie d'en finir. Oui, c'est clair. Oui. La réponse de ces terroristes à leur défaite a été aussi de balancer des missiles de manière tout à fait, je ne peux pas dire aléatoire, hein, mais puisque ils ont été quand même, il y a systématiquement, ce sont les lieux de grands rassemblements qui sont visés. Soit les marchés, soit les facs, puisque la semaine dernière les universités ont repris ont repris les cours. Les universités ont été et des missiles ont été balancés sur les universités. À Alep, il y a eu des morts, des étudiants qui sont morts, et des blessés. Sur les marchés, sur les écoles aussi, à Damas il y a eu des missiles sur l'opéra, sur la place des Omeyyades, sur la mosquée des Omeyyades, sur l'ambassade russe, ce qui est très grave aussi. Oui, 3 missiles ont été balancés sur l'ambassade russe. Sur le quartier de Assar, sur des écoles primaires. À Dera, une école primaire a été particulièrement visée. Un missile est tombé. Il y a eu 9 enfants qui sont morts et 19 blessés parmi des enfants et les professeurs et les enseignants. Enfin, ce carnage qui vise les enfants, qui vise la population civile n'est qu'une vengeance haineuse en fait de ces terroristes du fait qu'ils sont en train de perdre pied et que finalement ils sont peut-être aussi en train de perdre leurs alliés, puisque aussi les contradictions entre les différents pourvoyeurs du terrorisme font qu'ils se battent entre eux aussi. Oui.
les différentes factions terroristes se battent entre elles et il y a des exécutions sommaires de part et d'autre, etc. Donc tout ça, ça montre, ça accorde à montrer quand même qu'il n'y a pas une volonté américaine même pas à stopper le terrorisme ni à le combattre comme ils le prétendent, mais au contraire à l'attiser, à l'alimenter, à le soutenir à chaque fois qu'il est en difficulté, pour continuer à sauvegarder ce chaos dans la région, puisque c'est leur théorie préférée et leur solution préférée. Oui. Pour les peuples, c'est de garder le chaos pour qu'ils puissent pomper les richesses sans compter. Bon, manque de bol, en Syrie, il y a l'État, le peuple, l'armée syrienne, avec tous les alliés de la Syrie qui résistent et qui font que la Syrie a résisté à ce plan diabolique de destruction, je peux dire, de la Syrie et de la création de chaos systématique au Moyen-Orient. Donc voilà. Alors Essar, justement, ce que vous venez de nous dire par rapport à la situation et puis la réaction russe par rapport à tout ça, spécifiquement suite au bombardement de l'armée syrienne à Deir ez-Zor, dont les positions étaient connues depuis plusieurs mois, avec l'utilisation de drones pendant 2 jours, qui ne fait aucun doute sur la connivence américaine avec les terroristes de Daesh. Il faudrait avoir des spécialistes militaires pour se rendre compte à quel point tout ça ne pouvait pas être une erreur et cette situation-là a très rapidement mis les Russes dans une certaine colère. Et on a donc des informations qui nous précisent que des systèmes anti-aériens redoutables, connus de tous les militaires de la planète comme étant redoutables, donc des systèmes russes, sont arrivés en Syrie pour éventuellement encaisser une agression militaire de l'OTAN contre la Syrie. Donc c'est la réponse, je dirais, non verbale de la Russie à une situation qui a tendance à se dégrader assez rapidement dans votre pays. Tout à fait. En fait, effectivement, ces 2 dernières semaines ont vu une situation très houleuse, je peux dire, entre les grandes puissances, entre la Russie et les États-Unis essentiellement. Effectivement, le bombardement américain, qui est loin de pouvoir être une erreur, puisque ça a duré pendant 1 heure, oui. Un bombardement contre l'armée syrienne avec insistance et complément par les avions Apache qui visaient les soldats syriens. Donc ils peuvent raconter que c'est une erreur, mais à qui veut bien le croire. Mais on peut difficilement penser une erreur à un bombardement qui a duré 1 heure. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, la Russie a réagi, comme la Syrie d'ailleurs a réagi en condamnant ces bombardements, mais la Russie a réagi de manière très comme il se doit, je peux dire, en disant que l'agression contre la Syrie, c'est aussi une agression contre des citoyens russes aussi qui se trouvaient parmi dans la base militaire syrienne à Deir ez-Zor, qu'ils ne toléreraient absolument pas ça, et dès le lendemain, les S-300 ont été déployés en Syrie, avec des déclarations très fermes et très dissuasives de la part des Russes, disant que toute violation du ciel syrien
et toute attaque contre la Syrie est considérée comme une attaque contre la Russie. Aussi il y a eu la Douma qui a donné l'approbation aussi pour que les bases russes en Syrie puissent rester à une durée indéterminée. Et ça, c'est un point qui est très important, alors qu'avant, la Russie n'arrêtait pas d'affirmer que de toute façon, la présence militaire russe en Syrie était de manière tout à fait temporaire, et c'était de l'aide temporaire attendant que la situation en Syrie revienne au normal. Absolument. Et là, il y a quand même un saut qualitatif, je peux dire, dans les décisions et dans le langage, qui va vers effectivement une fermeté beaucoup plus importante, mais en même temps une volonté de il y a une escalade réelle en fait, qui se fait aussi bien du côté américain que du côté russe. On pourrait effectivement penser à une escalade infinie, parce que je tiens quand même à rappeler, et ce n'est pas complètement séparé, l'escalade dans les bombardements aussi au Yémen. Je tiens à rappeler quand même le carnage qui a eu lieu, les bombardements saoudiens d'une salle d'obsèques où 700 personnes ont été tuées en même temps, une escalade contre les côtes yéménites aussi, où les bombardements ont lieu, mais sans discontinuer. On sait que les Américains se sont joints aussi aux Saoudiens, que en Syrie il y a aussi, en plus des Américains, aussi une entrée une agression réelle de la Turquie, qui a commencé par Jalabrus et qui continue à pénétrer dans le territoire syrien, et qui est donc une véritable agression militaire turque qui très déclarée, je peux dire pas par terroristes interposés, mais eux-mêmes, l'armée turque est entrée. Que dans le sud, l'armée israélienne aussi soit intervenue pour protéger l'avancée de Jabhat al-Nusra du côté de Koneitra et du côté du Golan, du Golan syrien. Tout ceci s'accorde à dire, en fait, et à nous faire penser que toutes ces forces qui soutiennent le terrorisme, tous ces pays qui soutiennent le terrorisme, maintenant, ils n'interviennent plus par terrorisme interposé, mais ils interviennent de manière directe, aussi bien donc les États-Unis, la Turquie, Israël, et puis aussi bien en Syrie, au Yémen et en Irak aussi. On voit que la Turquie qui avance et qui se permet en plus de dire que les forces de défense civile n'ont pas à libérer Mossoul. Aujourd'hui, les déclarations de Recep Tayyip Erdogan qui remet en cause les accords de Lausanne d'il y a 100 ans, où les frontières turques ont été créées par le partage des Britanniques et les Français, donc en même temps que Sykes-Picot, etc., qui dit ne pas reconnaître ses frontières et que Mossoul fait partie de la Turquie. Enfin, ce sont des propos et des actions complètement agressifs, et d'agression et de violation de la Charte des Nations Unies, de violation de la souveraineté aussi bien excusez-moi, hop.
qui sont aussi bien une agression aussi bien de ces pays, mais en fait une violation donc de leur souveraineté et une véritable agression, comment dire, en bonne et due forme, je peux dire. Donc voilà. Est-ce que vous êtes informé d'une éventuelle avance concernant l'armée turque et d'une avance en direction d'Alep? Parce que c'est ma principale inquiétude à ce niveau-là.